Berne, Palais fédéral, automne 1979. Dans la salle de la commission parlementaire, le ministre de la Défense de la Confédération s'assoit face à un député qui tient un dossier épais comme un doigt. Le député lève la tête. Il lit le premier point. Il marque une pause. Il lit le deuxième. Il marque une pause. Il lit le troisième. Le ministre ne répond pas. Derrière les fenêtres s'étend la Suisse, une nation qui croit depuis un demi-siècle que son armée peut défendre seule son territoire. La lecture continue. La liste compte plusieurs dizaines de points. Chacun décrit un défaut technique, opérationnel ou conceptuel du char principal de l'armée suisse. Ce char s'appelle Panzer 68. Il est en service depuis près de 10 ans. Il a coûté à la Confédération une somme qu'aucun citoyen ne peut prononcer sans hésiter sur les zéros. Et personne, dans cette salle, ni dans le pays, ne sait encore que cette séance est en train de briser quelque chose de bien plus grand qu'un programme militaire. Ce qui se brise ce jour-là, c'est un mythe. Le mythe selon lequel la Suisse, petit pays de banquiers et d'horlogers coincés entre deux blocs, peut produire son propre armement lourd et défendre seule son indépendance. Le mythe de la neutralité armée. La doctrine qui justifie l'existence même de l'armée fédérale. Pour comprendre pourquoi cette papier dans les mains d'un député provincial fait trembler la Confédération, il faut remonter à un autre automne, 13 ans plus tôt. 1966. Un défilé militaire dans la plaine d'un canton alémanique. Le même ministre, plus jeune, applaudit depuis la tribune officielle. Devant lui passent des engins peints en vert olive, frais sortis de l'arsenal fédéral de Thun. Le commentateur de la radio nationale prononce une phrase qui sera reprise dans les écoles pendant une décennie. Un char suisse, conçu par des Suisses, construit par des Suisses, pour défendre la Suisse. La foule ne comprend pas encore qu'elle assiste au début d'une fiction officielle. La Suisse est l'un des très rares pays au monde de cette taille à se permettre le luxe d'un char de bataille principal de conception nationale. Les autres petits États européens achètent. Le Danemark achète, la Norvège achète, la Belgique achète, les Pays-Bas achètent. La Suisse, elle, fabrique. C'est un choix politique avant d'être un choix militaire. Dans la doctrine helvétique, dépendre d'un fournisseur étranger pour son armement principal, c'est accepter qu'en cas de crise européenne, ce fournisseur puisse couper le robinet. Or, le pays a encore frais en mémoire les années 40, quand il était entouré de toutes parts par les forces de l'Axe et que chaque livraison de matières premières négociait dans des conditions humiliantes. Donc on fabrique. À Thun, petite ville au bord d'un lac alpin, l'arsenal fédéral, l'Eidgenössische Konstruktionswerkstätte, occupe des hectares d'ateliers en briques rouges. Les ingénieurs qui y travaillent sont l'élite technique du pays. Leurs pères et leurs grands-pères ont fait la réputation suisse de la mécanique de précision. Ils savent monter un mouvement de montre dans un dé à coudre. Ils savent calibrer une machine-outil au micron. Ils savent assembler un fusil d'assaut avec une régularité qui force le respect des inspecteurs étrangers. Ils ne savent pas construire un char. Personne ne le leur a dit, parce que personne ne l'a vraiment formulé. Un char de bataille principal n'est pas une montre. Ce n'est pas non plus un fusil agrandi. C'est un système intégré pesant près de 40 tonnes, où le mécanique, l'électronique, la balistique, la métallurgie blindée, l'ergonomie de combat et la logistique de production en série doivent fonctionner ensemble pendant des décennies, dans la boue, le froid, la chaleur, les vibrations et les chocs. C'est un savoir-faire qui se construit pendant des générations. La France l'a construit en se brûlant à répétition depuis les années 20. L'Union soviétique l'a construit en perdant des dizaines de milliers de chars sur le front de l'Est. L'Allemagne l'a construit, perdu et reconstruit. Les États-Unis l'ont construit en transformant Détroit en arsenal mondial. La Suisse n'a rien de tout cela. La Suisse a Thun. Et la conviction qu'avec assez d'intelligence, on peut tout faire. C'est cette conviction qui assoit le ministre dans cette salle de Berne en 1979, avec un dossier de défaut en face de lui. C'est cette conviction qui a financé le programme. C'est cette conviction qui a justifié, au cours des années précédentes, des votes parlementaires successifs, des budgets votés sans débat sérieux, des contrats passés directement à l'arsenal fédéral sans appel d'offres international. Et c'est cette conviction que le député en train de lire est en train de réduire en cendres, point par point,
à voix calme. Le premier journaliste à comprendre ce qui se passe est un correspondant d'un quotidien de Suisse alémanique. Il était venu couvrir une séance de routine sur le budget de la défense. Il quitte la salle au milieu de la lecture, court jusqu'au téléphone le plus proche, dicte son article en direct à la rédaction. Le lendemain matin, le titre s'étale sur 3 colonnes. Le surlendemain, tous les journaux du pays reprennent l'information, en allemand, en français, en italien. La presse suisse, habituellement discrète sur les affaires militaires, sent qu'elle tient une histoire qui n'arrive pas 2 fois dans une carrière. Le mot scandale apparaît partout. Mais il manque le mot juste, celui que personne n'ose encore écrire. Ce n'est pas seulement un scandale technique, ce n'est pas seulement un scandale industriel, c'est un scandale de doctrine. Si le char ne fonctionne pas, alors la neutralité armée ne fonctionne pas. Si la neutralité armée ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qui justifie cette armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes mobilisables, ces budgets, ces fortifications dans les Alpes, ce service militaire obligatoire qui rythme la vie de chaque citoyen mâle pendant des décennies? Dans la salle, le ministre finit par demander une suspension de séance. Le député lui accorde 10 minutes. Quand la séance reprend, il continue sa lecture là où il l'avait laissée. Il lui reste plusieurs pages. Et pendant qu'il lit, dans des casernes disséminées à travers le pays, des conscrits en uniforme de fin de semaine font tourner les moteurs de leur Panzer 68 pour les exercices d'automne. Certains de ces conscrits sont architectes, comptables, employés de banque, ingénieurs dans des entreprises privées. Ils ont été formés en quelques semaines à manœuvrer un engin que leurs supérieurs eux-mêmes ne maîtrisent pas entièrement. Aucun d'entre eux ne sait que pendant qu'ils tournent dans la boue d'un champ de manœuvre, à Berne, on est en train d'expliquer publiquement pourquoi leur machine ne devrait pas exister. La question qui flotte dans la salle de la commission, sans que personne ose la poser à voix haute, est simple. Comment a-t-on pu, pendant près d'une décennie, mettre en service un char dont une commission parlementaire découvre maintenant qu'il accumule plusieurs dizaines de défauts identifiés? Qui savait? Qui s'est tu? Et surtout, à quel moment précis le mythe de la neutralité armée est-il devenu une fiction officielle que personne ne voulait plus regarder en face? 23 ans plus tôt, 1956, un bureau du quartier général de l'armée suisse dans un bâtiment austère du centre de Berne. Sur une grande table sont étalées des photographies en noir et blanc, encore humides du laboratoire. Elles montrent des engins blindés dans les rues d'une capitale étrangère. Budapest, octobre. L'armée rouge écrase l'insurrection hongroise. Les chars sont des T-54 soviétiques. Un colonel de l'état-major se penche, ajuste ses lunettes et désigne du doigt l'un des canons. Il dit à voix basse une phrase que personne ne consigne dans le procès-verbal. « Si ce char descend la vallée du Rhin, nous n'avons rien pour l'arrêter. » Cette scène n'a peut-être pas eu lieu exactement ainsi, mais le constat, lui, est documenté. À la fin des années 50, l'état-major suisse fait ses comptes. La Confédération possède quelques centaines de chars légers de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, achetés d'occasion à la France et à la Grande-Bretagne. Aucun de ces engins n'a la moindre chance face à un T-54. Aucun n'a la moindre chance face à un Centurion britannique non plus d'ailleurs. Mais la question ne se pose pas dans ce sens. La menace est à l'Est. Elle est mécanisée, elle est massive. Et elle pourrait, en cas de conflit européen, déboucher dans le réduit alpin en quelques jours. La logique voudrait qu'on achète. Elle voudrait qu'on commande quelques centaines de chars modernes à un fournisseur établi. À Paris, la MC-13 est en pleine production. À Londres, le Centurion existe en plusieurs versions. À Stockholm, la Suède construit son propre engin selon la même logique de neutralité, mais avec une industrie d'armement qui a 2 générations d'avance. Les Suisses regardent. Les Suisses calculent. Les Suisses concluent que tous ces fournisseurs sont, d'une manière ou d'une autre, alignés sur un bloc. Acheter français, c'est devenir client de l'OTAN par procuration. Acheter britannique, idem. Acheter suédois est plus acceptable, mais cela reste dépendre. Or, la doctrine helvétique, formulée et reformulée depuis la fin de la guerre, repose sur un mot-clé: indépendance. Le pays ne peut être neutre que s'il est indépendant. Il ne peut être indépendant que s'il est armé. Il ne peut être armé qu'avec ses propres usines. Donc on construit. L'arsenal de Thun reçoit la commande.
Les ingénieurs se mettent au travail. Le résultat porte le nom de Panzer 58. C'est le premier char de bataille principal entièrement conçu en Suisse. C'est aussi un échec presque total. Quelques exemplaires sont produits, testés, mis en service à titre expérimental. Les défauts s'accumulent à un rythme que les rapports internes commencent à qualifier de préoccupant. La transmission lâche, le moteur surchauffe, la tourelle ne pivote pas avec la précision attendue. Le canon, de calibre helvétique original, pose des problèmes d'approvisionnement en munitions. Aucune série large n'est lancée. Le programme est officiellement maintenu et officieusement enterré. Une nation moins têtue aurait tiré la leçon. La Suisse en tire l'inverse. Si le Panzer 58 a échoué, c'est qu'il n'allait pas assez loin dans l'ambition nationale. La solution, conclut-on dans les couloirs de l'arsenal, n'est pas d'abandonner le projet d'un char suisse. La solution est d'en construire un meilleur. Au début des années 60, les bureaux d'études de Thun lancent un nouveau programme. Cette fois, on prend ce qui marchait dans le Panzer 58, on jette ce qui ne marchait pas, et on adopte un canon de calibre standard occidental pour résoudre la question des munitions. Le résultat reçoit le nom de Panzer 61. C'est le premier char suisse à entrer en série véritable. Une centaine d'exemplaires environ. Il fonctionne. Pas brillamment, mais il fonctionne. Pour la première fois de son histoire, la Confédération aligne dans ses régiments blindés une machine de conception nationale capable, en théorie, de tenir face à un adversaire moderne. L'effet psychologique est immense. Dans les écoles de recrues, dans les casernes, dans les manuels d'instruction militaire, le Panzer 61 devient l'incarnation visible du mythe. La preuve roulante que la neutralité armée n'est pas un slogan, mais une réalité industrielle. Les officiers généraux donnent des conférences. Les politiciens votent les budgets sans poser de questions. Les médias publient des reportages admiratifs sur l'arsenal de Thun, où les ouvriers en blouse grise assemblent des engins de 40 tonnes avec la même rigueur que leurs collègues horlogers assemblent des mouvements compliqués à la chaux-de-fond. Mais, à l'intérieur même du programme, les choses se compliquent. Le Panzer 61, à peine entré en service, montre déjà ses limites. La protection blindée est insuffisante face aux nouvelles munitions perforantes soviétiques. La motorisation est juste, parfois insuffisante en montagne. Les optiques de visée sont en retard d'une génération sur ce que produisent les arsenaux étrangers. Et les conscrits qui le servent commencent à remonter, par les canaux hiérarchiques, des observations qui ressemblent étrangement à celles qu'on avait remontées sur le Panzer 58 quelques années plus tôt. L'état-major a deux options. Reconnaître que le métier de constructeur de chars dépasse les capacités industrielles du pays et passer à l'achat sous licence. Ou doubler la mise, lancer un troisième programme et espérer que cette fois sera la bonne. La salle de réunion où la décision est prise, début des années 60, reste à ce jour peu documentée. On sait qui était présent par fonction. On sait quels arguments ont été échangés par les notes de séance qui ont fuité bien plus tard. On sait surtout ce qui en est sorti. Un cahier des charges pour un nouveau char, plus lourd, mieux blindé, mieux armé, mieux équipé en optique. Un planning qui prévoit son entrée en service à la fin de la décennie, et un nom de baptême calé d'avance sur ce calendrier. Le Panzer 68. À l'arsenal de Thun, on remet les bureaux d'études au travail. Les ingénieurs ne sont pas idiots. Ils savent que leurs prédécesseurs ont déjà échoué 2 fois. Ils savent que le métier qu'on leur demande n'est pas exactement le leur. Ils ont accès aux rapports internes sur les défauts du Panzer 61. Ils ont des doutes. Ils les expriment, parfois à voix basse, dans les couloirs. Personne n'écoute. La doctrine a besoin d'un char suisse. La doctrine en aura un. Et puisque la doctrine est plus puissante que les ingénieurs, le programme avance. Les premiers prototypes sortent au milieu des années 60. Les essais commencent. Les rapports d'essais circulent dans un cercle restreint d'officiers et de hauts fonctionnaires. Le contenu de ces rapports, à cette date, ne sortira jamais de ce cercle. Pendant que la Confédération applaudit à son défilé de 1966, pendant que la radio nationale diffuse la phrase qui entrera dans les manuels scolaires, à l'arsenal de Thun, un ingénieur range dans un classeur un rapport d'essai qui mentionne déjà certains des défauts qui seront lus à voix haute, 13 ans plus tard, dans une salle de commission parlementaire. Il referme le classeur.
Il le pose sur une étagère. Il rentre chez lui. Personne, ni à Berne, ni à Thun, ni dans aucune caserne du pays, ne sait encore ce qui se passera quand les premiers Panzer 68 arriveront vraiment dans les mains de leurs utilisateurs. Quand des conscrits architectes, comptables, employés de banque monteront pour la première fois dans une tourelle qu'on leur présente comme la fierté nationale. Et quand ils commenceront, méthodiquement, dans leur carnet de tir, à noter ce qui ne va pas. Caserne de Thun, début des années 70. Une cour pavée, un orchestre militaire en uniforme de cérémonie, des drapeaux cantonaux qui claquent dans le vent froid descendu des Préalpes. Aligné en colonne, le premier régiment à recevoir officiellement le Panzer 68. Les machines sont là, vert olive, fraîchement peintes, immobiles, leurs canons relevés à l'angle réglementaire. Le commandant de corps prononce un discours dans lequel le mot « indépendance » revient 5 fois. Les conscrits écoutent au garde-à-vous. Aucun d'entre eux n'a encore conduit l'engin qui leur est confié. Quelques semaines plus tard, ces mêmes conscrits sont sur un terrain de manœuvre dans le canton de Berne. La pluie tombe depuis 3 jours. La boue colle aux chenilles. Un sergent instructeur, vétéran professionnel rare dans une armée milicienne, fait monter un peloton dans les machines pour les premiers exercices de tir embarqué. Il prévient les hommes que le Panzer 68 est plus complexe que tout ce qu'ils ont vu pendant l'école de recrues. Il ne précise pas que lui-même n'a pas reçu de formation complète sur l'engin. Personne dans cette armée ne l'a reçu. Le programme de formation suit la production avec retard. L'armée suisse n'est pas une armée comme les autres. Elle est milicienne, c'est-à-dire que la quasi-totalité de ses effectifs sont des civils mobilisés périodiquement pour des cours de répétition. Un homme de 35 ans qui passe 3 semaines dans un char au mois d'août est, pendant le reste de l'année, architecte à Zurich, comptable à Lausanne, employé d'assurance à Berne, ingénieur dans une entreprise privée à Bâle. Il n'est pas tankiste. Il a été tankiste pendant quelques mois, il y a peut-être 15 ans, sur un autre engin. Et on lui demande maintenant de maîtriser une machine dont les officiers professionnels eux-mêmes peinent à comprendre les subtilités. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premières observations étranges. Un caporal note dans son carnet personnel que la tourelle de son char a tendance à amorcer un mouvement de rotation imperceptible quand certains équipements électriques sont mis en marche simultanément. Il en parle à son chef de section. Le chef de section hausse les épaules. Un autre conscrit, sur un autre terrain, signale que le système de chargement automatique présente des comportements imprévisibles à certaines températures. Sa fiche est classée. Un troisième mentionne des problèmes de visée à grande distance. Sa fiche aussi. Pris isolément, chacun de ces signalements ressemble à une plainte de soldats amateurs sur un matériel qu'ils maîtrisent mal. Pris ensemble, ils dessinent quelque chose d'autre. Mais personne, à ce stade, ne les rassemble. Les rapports remontent par la voie hiérarchique. Ils s'arrêtent à différents niveaux. Certains atteignent le commandement de l'arsenal de Thun. D'autres s'égarent dans les bureaux de l'état-major général. Aucun n'arrive jusqu'au Conseil fédéral. L'arsenal de Thun, lui, sait. Les ingénieurs qui ont conçu le Panzer 68 reçoivent les remontées techniques. Ils les analysent. Ils proposent des correctifs. Certains correctifs sont appliqués sur les nouvelles machines en cours de fabrication. D'autres sont reportés au prochain budget de modernisation. Aucun n'est annoncé publiquement, parce qu'aucun n'est censé être nécessaire. Officiellement, le char est opérationnel. Officiellement, il fait la fierté du pays. Officiellement, tout va bien. Cette dissonance entre l'officiel et le réel est la matière première de tout scandale futur. Elle s'installe dans les habitudes pendant plusieurs années. Les hauts fonctionnaires qui défendent le programme devant le Parlement n'ont pas accès aux rapports détaillés des exercices. Les officiers généraux qui ont accès aux rapports n'ont pas intérêt à les transmettre dans leur intégralité. Les conscrits qui voient les défauts de leurs propres yeux n'ont aucun canal pour faire remonter leurs observations au-delà de leur unité. Et pendant ce temps, la production continue. L'arsenal de Thun sort des Panzer 68 au rythme prévu par le plan. Plusieurs centaines d'exemplaires entrent en service au cours des années 70, dans plusieurs versions successives. Chaque version corrige certains défauts identifiés. Chaque version en introduit potentiellement d'autres. Le total cumulé approchera, à terme,
le chiffre de près de 400 machines. 400 engins blindés de 40 tonnes, dispersés dans les régiments, manœuvrés régulièrement par des dizaines de milliers de miliciens au cours des cours de répétition annuels. 400 exemplaires d'un char dont la conception comporte, on le saura plus tard, des dizaines de problèmes structurels. Et pourtant, dans la presse suisse de cette décennie, on ne trouve presque rien. Quelques articles techniques admiratifs dans des revues spécialisées, quelques mentions élogieuses dans les pages économiques sur la performance industrielle de Thun. Aucune enquête, aucune contradiction, aucune trace publique du malaise qui s'installe dans les unités. La presse suisse de cette époque est discrète sur les questions militaires. C'est une habitude culturelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les rédactions ont appris à s'auto-censurer pour ne pas donner de prétexte aux puissances voisines. L'habitude est restée. On ne fouille pas dans les affaires de l'armée. On ne pose pas de questions sur les budgets de défense. On laisse à l'autorité militaire le bénéfice du doute, par tradition autant que par conviction. Cette retenue collective explique pourquoi le Panzer 68 reste, pendant presque toute la décennie 70, à l'abri du débat public. Les défauts s'accumulent dans les rapports internes, les correctifs s'empilent dans les budgets, les conscrits maugrés dans les casernes. Mais le grand public, le contribuable, le citoyen votant, ne sait rien. Jusqu'au jour où un journaliste alémanique, dont le frère a fait son cours de répétition dans un régiment blindé, entend lors d'un repas de famille des phrases qui ne correspondent pas du tout à l'image officielle du char national. Il pose des questions. Il insiste. Il prend des notes. Il croise ces notes avec d'autres conversations, d'autres confidences, d'autres documents. Et il publie, dans son journal, un article relativement court, sur une seule colonne, en page intérieure. L'article ne fait pas de bruit immédiatement. Il est lu par quelques milliers de personnes. Il est cité par 2 ou 3 confrères. Il est ignoré par le commandement. À l'arsenal de Thun, on hausse les épaules. À l'état-major, on espère que la chose s'arrêtera là. Pendant quelques semaines, c'est ce qui semble se passer. Mais l'article est tombé dans les mains d'un député de la Commission de la Défense. Cet homme, jusque-là discret sur les questions militaires, le découpe et le glisse dans un dossier. Il commence, sans en parler à ses collègues, à demander des documents internes à l'administration de l'armée. Il les reçoit. Il les lit. Il en demande d'autres. Il les reçoit aussi. Au bout de plusieurs mois, son dossier a pris une épaisseur que personne, à Berne ni à Thun, ne soupçonne encore. Et un matin d'automne, à la séance suivante de sa commission, il pose ce dossier sur la table. Il regarde le ministre de la Défense. Il ne sourit pas. Il ouvre la première page. La commission parlementaire de la Défense se réunit derrière des portes closes au début de l'automne 1979. Une douzaine de députés autour d'une table en bois sombre. Au bout de la table, le député qui a constitué le dossier explique à ses collègues, calmement, ce qu'il pense avoir découvert. Il ne parle pas pendant des heures. Il parle pendant une quinzaine de minutes. À la fin de son intervention, le silence dans la salle est si complet qu'on entend le tic-tac d'une horloge murale. Le président de la commission demande un vote. Il s'agit de décider si la commission exigera un rapport technique complet de l'administration militaire, en bonne et due forme, sur l'état réel du Panzer 68. Le vote est unanime. Pour la première fois depuis le lancement du programme, plus de 15 ans plus tôt, l'autorité civile demande des comptes à l'autorité militaire de manière formelle. La requête est transmise par voie écrite au département militaire fédéral. Elle exige une liste exhaustive des défauts identifiés sur les machines en service, des correctifs déjà apportés, des correctifs encore à venir, et de l'estimation des coûts associés. Elle fixe un délai. Elle est signée par le président de la commission. Au siège du département, la lettre arrive sur un bureau du chef d'état-major général. Il la lit, il la relit, puis il convoque ses collaborateurs immédiats. La discussion qui s'ensuit n'a jamais été retranscrite, mais on sait, par les mémoires publiées bien plus tard de l'un des participants, qu'une question dominait. Devait-on transmettre le rapport intégral, avec tous les défauts identifiés depuis le début du programme? Ou devait-on en livrer une version expurgée, ne mentionnant que les problèmes les plus visibles? Une administration moins rigoureuse aurait choisi la version expurgée. L'administration militaire suisse,
fidèle à une tradition de probité bureaucratique forgée sur plusieurs générations, choisit de transmettre l'intégralité. Le document qui arrive à la commission, plusieurs semaines plus tard, fait plusieurs dizaines de pages. Il liste chaque défaut, classé par catégorie, daté de sa première identification, accompagné de l'historique des correctifs tentés. Sa lecture, prise au pied de la lettre, est accablante. Le député qui avait constitué le dossier initial reçoit le rapport. Il s'enferme avec lui pendant 2 jours. Il le compare avec ses propres notes. Il vérifie que rien d'important ne manque. Il prépare son intervention pour la prochaine séance publique de la commission. C'est lors de cette séance que se déroule la lecture, point par point, qui ouvre cette histoire. La séance se tient un matin d'automne. Elle est publique, ce qui signifie en pratique que quelques journalistes accrédités peuvent y assister. Le ministre de la Défense est convoqué pour répondre. Il arrive accompagné de 2 hauts fonctionnaires. Il a probablement été briefé sur le contenu du rapport. Il ne s'attend probablement pas à ce que la commission décide de le faire lire intégralement à voix haute, en présence de la presse. C'est pourtant ce qui se passe. Le député chargé du dossier ouvre le document. Il commence par la première page, il lit le premier point. Il lève les yeux vers le ministre ne réagit pas. Il lit le deuxième. Il lève à nouveau les yeux, toujours rien. Au 3e, au 4e, au 5e, l'auditoire commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une formalité, mais d'une démonstration calculée. La lecture va durer. Au bout d'1 heure, le ministre demande une suspension. Elle lui est accordée. À la reprise, la lecture continue. À la fin de la matinée, le rapport n'est pas encore terminé. La séance est ajournée à l'après-midi. Pendant la pause déjeuner, les journalistes accrédités sortent et téléphonent à leur rédaction. Les premières dépêches commencent à circuler. Le mot « scandale », encore une fois, apparaît avant midi. L'après-midi, la lecture s'achève. Le ministre est invité à répondre. Sa réponse est courte. Il reconnaît que le rapport reflète une situation préoccupante. Il annonce qu'un programme de correction sera mis en place. Il refuse de prendre des engagements sur des dates précises. La commission lui demande s'il avait connaissance des défauts avant cette séance. Il répond qu'il en avait connaissance partielle. La précision exacte de cette réponse devient, dans les jours qui suivent, l'objet d'une polémique nationale. Le lendemain, les journaux suisses sortent avec des unes qui n'ont rien de commun avec leur ton habituel. La discrétion traditionnelle de la presse helvétique sur les affaires militaires est balayée en une nuit. Les éditoriaux exigent des explications. Les caricaturistes s'emparent du sujet. Les journaux de gauche dénoncent le gaspillage. Les journaux de droite dénoncent l'incompétence. Les journaux centristes, plus rares dans cette polarisation soudaine, posent la seule question qui intéresse vraiment le pays. Comment a-t-on pu laisser durer une telle situation pendant près d'une décennie ? Le Conseil fédéral, organe collégial qui dirige la Confédération, se réunit en urgence. La séance est tendue. Plusieurs membres réclament des sanctions. D'autres défendent l'institution militaire dans son ensemble. Le compromis qui sort de cette réunion est typiquement helvétique. On ne licencie personne immédiatement. On annonce un audit externe. On promet une réforme du système d'acquisition des armements. On parle beaucoup de transparence. Mais derrière ce langage feutré, des têtes commencent à tomber. Plusieurs officiers généraux liés au programme prennent une retraite anticipée dans les semaines qui suivent. Le directeur de l'arsenal de Thun est réaffecté à des fonctions plus discrètes. Au sein du département militaire, plusieurs hauts fonctionnaires changent de bureau. Aucune de ces mesures n'est présentée comme une sanction. Toutes le sont en pratique. Le ministre de la Défense, lui, conserve son poste pendant quelques mois. Il assure la transition. Il défend devant le Parlement le nouveau plan de modernisation. Il signe les documents qui annoncent la première phase de correction des défauts les plus critiques. Puis, à la faveur d'un remaniement gouvernemental, il quitte ses fonctions militaires pour un autre département. Officiellement, ce n'est pas une démission. Officiellement, c'est une réorientation. Personne en Suisse n'est dupe. Pendant que ces ajustements politiques s'opèrent à Berne, dans les casernes et sur les terrains de manœuvre, les Panzer 68 continuent de rouler. Les conscrits qui les servent ne savent pas encore que la machine qu'ils manœuvrent est devenue, en l'espace de quelques semaines, le symbole national d'un échec de doctrine. Ils l'apprennent par les journaux.
Ils l'apprennent par leurs proches. Ils l'apprennent en rentrant chez eux le soir, après un cours de répétition, en allumant la télévision. Et ils se demandent ce que leur pays compte faire, maintenant, de leurs chars. Au début des années 80, l'arsenal de Thun lance ce que les rapports internes appellent pudiquement la phase de remise à niveau. En langage clair, il s'agit de sauver ce qui peut l'être. Plusieurs centaines de Panzer 68, déjà en service, doivent être ramenés un par un à l'usine, démontés en partie, modifiés et remis en circulation. Le programme reçoit une appellation administrative. Panzer 68-75. Le chiffre désigne l'année dans laquelle les premières études de modernisation ont été lancées, avant même le scandale public. Cette dernière précision est essentielle. Elle signifie que, dès le milieu des années 70, l'administration militaire savait qu'une refonte était nécessaire. Elle avait commencé à y travailler en interne. Elle ne l'avait pas dit. Le scandale parlementaire n'a donc pas révélé un problème inconnu. Il a révélé un problème connu mais caché. Cette nuance, dans les semaines qui suivent les révélations, devient le point le plus inflammable du débat public. Les ingénieurs de Thun se mettent au travail avec sérieux. Ils corrigent ce qui peut l'être. Ils modifient le système électrique pour éliminer les interactions parasites entre circuits. Ils renforcent la protection blindée. Ils retravaillent les optiques. Ils reprogramment certains automatismes. Le résultat n'est pas mauvais. Le Panzer 68-75, dans sa version corrigée, fonctionne mieux que son prédécesseur. Mais il reste fondamentalement le même engin, avec les mêmes limites de conception. Quelques années plus tard, une seconde campagne de modernisation est lancée. Elle reçoit l'appellation Panzer 68-88. Cette version va plus loin. Elle introduit un système de stabilisation moderne du canon, des optiques de nouvelle génération, des protections supplémentaires contre les munitions perforantes. Elle est, sur le papier, comparable à un char de bataille principal occidental de premier rang. En pratique, elle reste alourdie par tout ce qui n'a pas pu être changé. Le châssis, la motorisation, l'architecture générale. Un héritage qu'aucun budget ne pouvait racheter. Pendant que Thun s'épuise à rénover, à Berne, le débat a pris une autre direction. Le Parlement a perdu confiance. Les députés qui votaient les budgets de défense les yeux fermés posent désormais des questions précises avant chaque ligne. Le Conseil fédéral, échaudé par le scandale, ouvre officiellement un appel d'offres international pour le successeur du Panzer 68. C'est la première fois de l'histoire moderne de la Confédération qu'une telle procédure est lancée pour son char principal. Le mythe de la fabrication nationale est officiellement abandonné. 3 candidats sont étudiés. L'américain M1, le britannique Challenger, l'allemand Léopard 2. Les évaluations techniques, conduites cette fois dans la transparence imposée par la commission parlementaire, durent plusieurs années. Les essais comparatifs ont lieu sur des terrains suisses, en altitude, dans des conditions hivernales que peu d'autres armées européennes imposent à leurs prototypes. Le Léopard 2 sort en tête. Le contrat est signé à la fin des années 80. Ce contrat contient une clause qui a tout d'une ironie historique. La Suisse n'achètera pas ses chars sur étagère, comme le Danemark ou la Norvège. Elle les fabriquera elle-même, sous licence allemande, dans les ateliers de l'arsenal fédéral. À Thun, le même endroit où l'on a passé 30 ans à essayer de produire un char national pour ne pas dépendre de l'étranger. La machine recevra une appellation suisse, Panzer 87. Mais à l'intérieur, ce sera un Léopard. La carrosserie sera helvétique seulement par convention. Les ouvriers de Thun vivent cette transition de manière contrastée. D'un côté, ils gardent leur emploi. La production continue, simplement avec d'autres plans. De l'autre, ils savent que le savoir-faire qu'ils maîtrisaient, celui de la conception, n'a plus d'avenir dans leurs ateliers. Ils ne sont plus des concepteurs, ils sont des assembleurs. La distinction, dans la fierté professionnelle d'une nation industrielle comme la Suisse, n'est pas mineure. La production sous licence dure une grosse décennie. Plusieurs centaines de Panzer 87 sortent des chaînes de Thun et entrent en service dans les régiments blindés. Le Panzer 68, lui, reste en parallèle, dans ses versions modernisées, pendant les années 90. Les 2 engins coexistent dans l'armée suisse. Le vieux char national, vestige du mythe brisé. Le nouveau char allemand sous nom suisse, vestige du compromis qui a suivi.
Au tournant du nouveau siècle, le Conseil fédéral prend une décision dont peu de citoyens mesurent la portée immédiate. La fin de la guerre froide, la réduction massive des effectifs militaires, la remise en cause du modèle même de l'armée milicienne posent une question simple. La Suisse a-t-elle encore besoin d'un arsenal national fabriquant ses propres armes lourdes? La réponse politique est non. Le processus de privatisation et de fermeture commence. Le démantèlement s'étale sur plusieurs années. Une partie des activités est transférée à une société privée, une autre est purement et simplement arrêtée. Les ouvriers partent en retraite, en reconversion ou rejoignent d'autres industries. Les bâtiments en briques rouges, vieux de plus d'un siècle, sont en partie reconvertis, en partie laissés à l'abandon. La ville de Thun perd son identité industrielle principale. Elle se retourne vers le tourisme, le commerce de proximité, le secteur tertiaire. Le dernier Panzer 68 en service quitte son régiment au début des années 2000. Il n'y a pas de cérémonie comparable à celle qui avait marqué son entrée. Pas d'orchestre, pas de discours, pas de drapeaux cantonaux. Une fiche administrative est signée. Un convoi exceptionnel emmène l'engin vers un dépôt. Quelques exemplaires sont conservés pour des musées. La majorité est démantelée pour ferraille ou cédée à des nations étrangères pour des fonctions secondaires. Et c'est ainsi, sans bruit, qu'une époque se termine. L'époque où la Confédération croyait pouvoir tout fabriquer seule. L'époque où Thun incarnait la promesse industrielle d'un pays qui se voulait indépendant en toutes circonstances. L'époque où le mot « neutralité armée » signifiait quelque chose de concret dans les ateliers et pas seulement dans les discours. Reste une question, et c'est avec elle que cette histoire se referme. Si un pays comme la Suisse, riche, pacifique, doté d'une des meilleures industries de précision au monde, n'a pas réussi à construire un char qui fonctionne vraiment, alors quels autres pays le pourraient, dans une époque où chaque génération de blindés exige des compétences encore plus larges et plus coûteuses que la précédente? Et le mythe de l'indépendance militaire, sur lequel tant de nations européennes ont bâti leur identité de défense, est-il autre chose qu'une fiction polie qu'on se raconte parce qu'on ne peut pas se raconter autre chose? Si cet épisode vous a intrigué, dites-le nous. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et surtout descendez dans les commentaires pour répondre à une question que nous voulons vous poser. À votre avis, un petit pays peut-il encore aujourd'hui fabriquer son propre char de bataille principal sans dépendre de personne? Ou est-ce devenu mathématiquement impossible? Vos arguments nous intéressent. Et la prochaine fois, nous quitterons les Alpes pour les plaines d'un autre pays neutre, où un autre arsenal national, dans des circonstances très différentes, a réussi exactement là où Thun a échoué.